Mitch, même question, on vous a pris pour un fou au départ, vous, quand vous avez lancé votre magasin spécial Franche-Comté, on va dire? Ouais, on me demandait même, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver dans un magasin comme ça? On imaginait bien le comté, ça c'est sûr, mais après on se disait, qu'est-ce que tu vas mettre dans ta boutique? Sur 140 mètres carrés, et ils se sont dit, bah voilà, on va trouver un grand désert. Et puis nous, on a fait pendant 6 mois, avant d'ouvrir la boutique, on a fait du sourcing, c'est-à-dire qu'on est allé voir les petits producteurs, on a pris notre voiture et on est allé les visiter. On est allé découvrir des petites entreprises et souvent découvrir des savoir-faire qu'on ignorait. Et voilà, on a découvert des fois des choses extraordinaires qu'on ne peut pas forcément vendre, mais des choses où il y a une vraie valeur ajoutée, un vrai savoir-faire, c'est du patrimoine, et donc on a essayé de mettre un petit peu de tout dans cette boutique, et puis proposer, alors on n'est pas exhaustif, parce qu'il faudrait avoir une grande surface, mais il faudrait avoir un petit peu de tout, et c'est un petit peu ce qu'on propose dans nos boutiques. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la boutique, on précise, ça va de l'alimentation aux jouets en bois, il y a du vin, il y a vraiment un peu de tout dans votre Voilà, c'est boutique. un petit peu de tout, et c'est un petit peu difficile de faire comprendre aussi aux gens que dans une boutique, on avait pris comme fil conducteur la Franche-Comté, et on n'avait pas pris un métier, parce que très souvent les boutiques, c'est un chausseur, c'est un fromager, etc. Nous, on a choisi comme politique d'entreprise de dire, ben, on va proposer un petit peu de tout. Alors, vous avez bien sûr regroupé ça en univers, vous avez les produits frais, avec fromage, charcuterie, ce qui sont bien sûr notre grosse vente. Après, on a tout un petit coin loisir, après on a tous les jouets, on a une cave, et donc on a mis un petit peu de tout, on a fait une petite Franche-Comté. Donc ça fait 4 ans, c'est ça que vous êtes installé Voilà, dans le centre? on a fêté nos 3 ans au mois de novembre, voilà. Donc on a un tout petit peu plus de 3 ans. Et est-ce que ça marche? Ben, on est content. On a ouvert une deuxième boutique, là, il y a environ 6 mois, sur Dijon. Et on a pris la même identité, c'est-à-dire qu'on a toujours voulu garder les savoir-faire franc-comtois et pouvoir les proposer aux Dijonnais. Donc de dire, ben voilà, j'habite à Dijon, je suis un ancien de la Franche-Comté, j'ai une attache particulière où je connais les produits. Eh ben, je propose des produits franc-comtois. Et on a gardé ce même fil conducteur, c'est-à-dire la garantie d'origine. Et puis, je pense que les gens maintenant sont vraiment sensibles à ça. Quand on arrive dans la boutique, on n'a pas besoin de se poser la question, savoir si tel produit est vraiment fait chez nous. On essaye d'avoir l'intégralité des produits qui viennent de Franche-Comté. Il y a deux, Alors, trois excès. on va poursuivre la conversation. On continue ce premier tour de table d'abord. Le prix à payer, c'est quoi? 17%. C'est très souvent un seuil qu'on utilise et qui est je suis prêt à acheter français à condition que mon prix ne soit pas supérieur de 17% à un prix moyen d'un jouet. C'est une étude qui a été faite ou c'est une expérience que c'est de vous nous parlez là? l'empirisme. C'est de l'empirisme. C'est-à-dire qu'à 15%, les gens le voient tout à fait normal de choisir français. 20%, c'est sensible dans l'esprit des gens. Et 20%, ils se disent, la valeur ajoutée que j'ai pas à acheter français, vaut-elle 20%? Et ces 17%, c'est tout et c'est rien, parce qu'on travaille des pourcentages, mais jamais personne n'est rémunéré en pourcentage, on est payé en valeur. Et c'est une chose que j'essaie à chaque fois de faire comprendre aux gens, c'est qu'il ne faut pas s'occuper des ratios. Il faut s'occuper de la valeur qu'on génère à chaque fois, moi en vendant et monsieur en produisant. Et cette valeur-là, elle est très importante. Quand on a depuis longtemps, comme moi, travaillé on travaille tous en coefficient. J'achète 1, je fais x2, etc. et je le revends à tel prix. Et ça, c'est très mauvais pour nous, puisque dans ce coefficient-là, on va essayer d'acheter le moins cher possible. Et donc, on va y aller sur des marchés asiatiques pour pouvoir acheter des choses qui n'ont pas de prix. Alors que vous êtes en train de nous dire qu'on peut être un commerçant qui gagne bien sa vie en achetant plus cher, mais local. On achète plus cher, on met la même valeur de marge. Cette fois-ci, on ne s'occupe pas des ratios, mais on se dit, bah voilà, si je gagne 1 euro en vendant pas cher, je vends 2 euros. Si j'achète 2 euros, eh ben, la valeur que je vais demander à mon client, elle, sera justement répartie. Ma valeur de marge à moi sera préservée et surtout, ça m'aura permis de payer un petit peu plus cher. Et l'exemple que vous donniez justement des jouets chez ce fabricant-là, lui se met lui-même en concurrence avec des produits asiatiques. La valeur de la chose, elle est toujours faite par rapport aux comparaisons qu'on peut en avoir. On voit aussi qu'il est obligé de vendre des produits d'origine asiatique parce qu'il n'y a plus les savoir-faire localement, ou alors trop cher. C'est vrai, et nous, on le regrette. Sur de la tournerie, on a des choses qui sont emblématiques, qu'on a vu dans toutes les familles, qui étaient fabriquées dans le Jura, et qui maintenant, la tournerie n'existe plus, c'est produit en Italie, si encore c'est pas mal, mais des fois même encore beaucoup plus loin. Et c'est vrai que ce savoir-faire-là, il s'étiole un petit peu. Il s'étiole parce qu'il y avait des entreprises qui n'étaient plus suffisamment rentables pour être reprises. Voilà, le savoir-faire, il est parti, et puis une fois qu'il est parti, le savoir-faire, on ne peut plus le reconstituer. C'est ça notre problème. Monique Bisson, est-ce que tout
et vraiment 100% de vos produits que vous proposez à la vente sont d'origine franc-comtoise? Non. On a des choses sur lesquelles on est obligé, un petit peu comme l'expliquait dans le reportage. Par exemple, j'ai toujours cet exemple-là, un drapeau franc-comtois dans une boutique comme la mienne, c'est incontournable qu'on l'ait. Or, il n'y a pas de producteur de drapeau franc-comtois en Franche-Comté, ni même en France. Et il est en Allemagne, et pourtant son enseigne s'appelle comme si elle était faite ici, mais c'est pas le cas. Donc moi j'ai appelé ce monsieur, et il me dit bah oui, qu'il a exporté donc l'intégralité de ses activités en Allemagne. Et donc les drapeaux franc-comtois, par exemple, sont faits en Allemagne. Le mécanisme à l'intérieur de la boîte à nœuds est également européen. Il y a plein de choses sur lesquelles nous, on se doit aussi d'offrir un service. Si je vends de l'absinthe, il est tout à fait normal que je puisse proposer des carafes et des fontaines à absinthe. Or, il n'y a pas de fabricant. Exactement. Oui, c'est tout simple. Et il y a ce genre de choses. J'ai un autre exemple sur lequel j'insiste beaucoup, c'est la morille. En Franche-Comté, on a beaucoup de recettes avec des morilles, etc. Nous, on affiche en gros que nos morilles ne sont pas franc-comtoises, et je défie quiconque de me trouver encore de la morille séchée en cette saison. De la morille séchée franc-comtoise. Voilà, il faut être clair, aujourd'hui, il n'y a plus sur le marché de morille franc-comtoise, sauf celui qui fait ça, j'allais dire, pour sa propre production. Mais sinon, la morille, elle est d'importation. On l'a évoqué tout à l'heure, mais ça veut dire qu'on a perdu des savoir-faire aussi. Oui, on a perdu des savoir-faire. Pour la morille, c'est un petit peu particulier. Voilà, la production de morille est assez limitée. Et puis maintenant, les marchés sont verts, donc il y a de plus en plus de consommateurs qui consomment de la morille. Voilà, c'est pas extensible. Donc à la fin de la saison, il n'y a plus de morille. Voilà. Donc on a de la morille d'importation, mais on peut aussi acheter de la morille de qualité. Est-ce que vous vendez beaucoup aussi de produits transformés? Oui. Et dans cette composition, est-ce que vous êtes... Alors nous, on a cette chance, on n'est pas sur un gros marché. Moi, je vais voir mes producteurs. Alors on a vu un producteur qui me fait des terrines et des saucissons d'Highland Cattle. On va le voir, on l'a rencontré sur un marché, et puis on lui pose la question, et puis il vous dit, maintenant, je vais vous situer, moi c'est mes bœufs que je transforme, etc. Tout n'est pas comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, pour reprendre l'exemple de la morille, je vends des terrines de morille, de la morille, j'appelle mon producteur et je lui demande d'où elle vient en ce moment. Et puis il me dit, en ce moment, la meilleure, elle vient de telle origine, c'est celle que j'ai prise. On essaie d'être assez transparent. Je fais pareil, par exemple, avec mes morteaux. Quand on vend de la saucisse de morteau, systématiquement, je demande à mon producteur d'où viennent les cochons. C'est le genre de choses qui sont simples à faire, mais c'est aussi simple, et là je suis très humble, c'est simple à mon échelle. C'est-à-dire que si je vendais 20 tonnes de morteaux, est-ce que je pourrais avoir la même démarche? Je ne suis pas sûr. Je peux parce que j'ai que quelques magasins. Je vous rappelle que vous pouvez vous aussi participer à cette émission, réagir en direct sur Internet, sur la page Internet de l'émission sur le site de... Vous souhaitez réagir? Je communique mal. Non, mais à dire vrai, je connais mal votre magasin centre-ville. Mais je connais mieux ceux de la périphérie. Nous, on a... Enfin, ça fait longtemps qu'on fait... Ça fait plus de 10 ans que j'achète des produits régionaux. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de visiter... Je précise, vous travailliez auparavant déjà dans le commerce. Voilà. Ça. Et nous, on travaille de manière un petit peu différente. C'est-à-dire qu'on va d'abord voir notre producteur, on apprend comment il fabrique. J'ai l'exemple tout bête, j'ai référencé une nouvelle concoyote. Je suis allé voir le producteur, on a mangé ses concoyotes, on a visité son exploitation, on a rencontré le président, on a passé une journée là-bas, on a même mangé dans le même restaurant, et on se dit, voilà, cette concoyote, est-ce qu'elle a une valeur ajoutée aujourd'hui, et est-ce que si je la mets face aux autres concoyotes, qu'est-ce qu'elle m'amène? Et la question est clairement oui, mais d'abord sur les qualités. Quels sont les critères? Alors, comment vous jugez de la pertinence de mettre un produit dans vos linéaires? Franchement, c'est très simple. On est allé les voir. La première question, c'est est-ce que vous fabriquez votre méton? Oui, je fabrique mon méton. Est-ce que vous pouvez me montrer? Ah ben voilà, le méton, ça se fabrique comme ça. C'est ici, ça se fait comme ça. Après, la concoyote, il y a ceci. Tiens, il y a du beurre. Vous fabriquez votre beurre? Oui, venez, je vais vous montrer ma baratte à beurre. Je mets la main dans la baratte à beurre, je sors le petit lait, et je dis, écoutez, vous savez, j'avais jamais vu du petit lait comme ça, etc. Et puis il vient, et puis vous dites, voilà. Je vais vous montrer mon usine de production de concoyote. J'aime bien ce terme d'usine, parce que ça doit faire en tout et pour tout 12 mètres carrés. Et on sort une concoyote qui est extraordinaire. Est-ce qu'il vous est arrivé, à contrario, de refuser de vendre des produits d'une qualité que vous auriez jugée insuffisante? Ou de l'avoir pris et de l'avoir refusé ensuite, ce qui pourrait être aussi un critère de... Je crois qu'on fait tous des conneries.
Mais c'est bien de les reconnaître. Nous, on a 240 producteurs avec lesquels on a travaillé. Aujourd'hui, il y en a 120 qui travaillent avec nous couramment. C'est clair, mais il y a des choses aussi qui sont tout naturellement. C'est si le client apprécie, que nous, on a un bon feeling avec lui et que les produits sont bons, ils sont plébiscités par nos clients et donc ça se fait tout naturellement. C'est pas forcément j'ai plus envie, je vais rejeter parce que les critères de sélection, ce qui nous est déjà arrivé, c'est vrai, c'est de découvrir une chose qu'on croyait vraiment faite ici, avec des cartons ou un emballage qui venait de très loin. Dans ce cas-là, on appelle le fournisseur, j'ai du mal à comprendre, voilà. Mais je le marque sur le rayon et on essaye d'avoir des petites étiquettes sur lesquelles on dit, ben voilà, c'est fabriqué ici, c'est entièrement fabriqué ici, parce qu'il y a de la sous-traitance, comme le disait monsieur, qui est tout à fait logique. Pour parler des maisons en bois, il y a des petites pièces qui, à produire ici, seraient trop onéreuses. Donc, ils ont une petite partie de sous-traitance. Pierre Grandjean, vous aussi, vous avez...